Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire totalement distanciel pour le coup autour du digital, comment pérenniser les bonnes pratiques que nous avons tous accumulées durant cette période de 2 années compliquées. Hein. Bienvenue dans un monde VUCA. Vous savez tout ce que c'est le monde VUCA, hein. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Voilà, le décor est planté pour dire que nous sommes en pleine transformation, comme je vous le disais, et que le chemin n'est pas tout à fait tracé, loin de là. Alors, comment pérenniser les bonnes pratiques que nos invités ont mis en pratique, si je puis dire, et toutes les universités, toutes les écoles? Comment aller au-delà avec les enseignants qui se sont impliqués largement, hein, comment mobiliser les étudiants dans une vision hybride de l'éducation et comment être en veille permanente pour faire face à ce monde incertain. Autant de thèmes que nous allons aborder durant cette conférence, ce webinaire, imaginé avec notre partenaire Panopto et nos invités. J'en parlerai de Panopto dans quelques secondes. Loïc Pellet, directeur pédagogique IESEG School of Management. Bonjour Loïc. Bonjour Gilbert et bonjour à toutes et à tous. Avec un décor virtuel, ce qui pourrait nous laisser croire qu'il est à la maison. C'est ça aussi la révolution. On fait des webinaires à distance et ça, vous ne le découvrez pas. Jean-Yves Plantec, directeur Open INSA et directeur du Centre d'innovation pédagogique INSA Toulouse. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Gilbert. Et Colia Guiguet, qui est à Londres, je crois, Sales Manager France chez Panopto. Bonjour Colia. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Panopto, c'est notre partenaire. Un petit mot d'accueil pour tous celles et ceux qui sont avec nous. Oui, très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une plateforme vidéo complète qui permet donc la création, la diffusion, le stockage et le partage de ressources vidéo. Pour faire un petit peu de promo, on est aujourd'hui utilisé par 23 sur 25 des universités les plus réputées dans le monde. Et pour parler plus particulièrement d'aujourd'hui, donc l'idée est vraiment de pouvoir promouvoir la discussion et l'échange autour des thématiques un peu du moment dans le secteur de l'éducation. Alors vous avez une couverture mondiale, si je puis dire, hein, puisque vous adressez tous les établissements d'enseignement supérieur. Juste, faites-nous un petit point. Quelle est la situation de la France versus le monde, ou le monde avec à côté de la France, sur le digital et la transformation? En quelques secondes, évidemment. Hein. En quelques secondes, ouais, ça vaut une thématique complètement séparée, je pense. Mais je pense que plutôt bien, et certains des points sur lesquels on a élaboré un peu en pré-webinaire, je pense que touchent vraiment aux différents aspects que la France a plus développés pendant cette crise et qui permet aujourd'hui d'être, je pense, dans une meilleure situation. Hein. Je pense à l'utilité des plateformes SaaS, l'utilité d'utiliser des solutions un peu plus cloud et un peu plus flexibles et, on va dire, utiles sur le moment. Donc voilà, après, c'est vraiment un changement de conscience plus que de technologie, etc. C'est vrai que la prise de conscience est totale et on va le voir avec Loïc Pellet et Jean-Yves Plantec. Vous incarnez ce qu'est l'enseignement supérieur Made in France, les grandes écoles, en l'occurrence ingénieurs et commerce. Alors, messieurs, est-ce que cette transformation, elle a été brutale tout d'abord, et est-ce qu'elle a été poursuivie lors du retour au présentiel? Loïc? Alors, elle a été brutale, oui et non, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un cadre plus global d'une stratégie de numérisation qu'on avait déjà entamée au niveau de l'école, par exemple, et qui venait avec tout un ensemble de formations que l'on avait préparées et que l'on organisait déjà. Ensuite, la brutalité, ça a été surtout l'annonce du confinement et le fait de passer quasiment du jour au lendemain sur des cours en ligne. Et là encore, étant donné l'ensemble de l'expertise et de ce qu'on avait pu développer dans le passé, on avait mis en place toute une plateforme de formation et d'auto-formation à destination des enseignants qui permettait d'avoir des supports et d'avoir un accompagnement dès que l'annonce du confinement a été faite. Et puis, on a également mis en place des actions de formation dont je me suis occupé en direct avec plus de 400 profs sur quelques jours, de façon à ce qu'il n'y ait aucune interruption pour les étudiants dans leur expérience d'apprentissage. Donc, annonce du confinement le jeudi soir, le vendredi, plusieurs webinaires, idem le lundi, et dès le lundi matin, on avait des cours qui continuaient.
Et tout cela, bien sûr, se continue à l'heure actuelle. On continue Jean- différentes actions sur lesquelles on va revenir. Jean-Yves, oui, on va y revenir bien entendu parce qu'on est très intéressé de savoir. Alors, on a beaucoup fait de webinaires sur cette transformation et ce basculement brutal, hein, mais c'est intéressant de savoir dans quelle mesure il a été complètement digéré. Jean-Yves, même question pour vous, ça a été brutal. Est-ce que ça se poursuit? Oui, indéniablement, ça a été brutal. Je vais faire le même type de réponse que mon collègue. On n'a pas attendu le Covid pour se lancer dans l'innovation pédagogique sur le numérique. Hein. Chaque INSA dispose depuis plus de 5 ans d'une cellule d'innovation pédagogique. Il y a 4 ans, les directeurs ont souhaité rassembler toutes ces forces au sein d'un objet que j'ai le plaisir de diriger, qui s'appelle Open INSA, avec en fonctionnement courant à peu près 25 projets. Parmi ces projets, des banques de ressources communes, de la création de modules, de la création de MOOC, le suivi de la formation des nouveaux entrants. Hein. La formation de nouveaux entrants, c'est chaque année, les nouveaux entrants dans l'établissement, par décret, doivent suivre une formation de 36 heures. Et on peut dire qu'à peu près 15 à 20% du corps enseignant était engagé sur la voie de l'innovation pédagogique. Et c'est ce socle-là d'enseignants qui a permis, je trouve, qu'on embarque plus facilement qu'imaginer l'expérience de Covid qu'on a dû traverser. Donc, des enseignants dans chaque département sur lesquels ont pu s'appuyer les collègues pour aussi pour mettre le pied à l'étrier des pratiques hybrides. Zoom, on avait le budget, donc on a tout de suite dégainé autant des licences pour l'ensemble des 7 établissements, et 7 jours après l'annonce du confinement, quasiment la totalité des cours était assurée. Alors évidemment, on met de côté les grosses installations de TP. On sait que dans les écoles d'ingénieurs, les travaux pratiques sont importants. Les enseignants se sont quand même débrouillés à cet égard. Et puis, on met de côté également les activités physiques et sportives, quoique les enseignants d'APS ont réussi malgré tout à proposer par Zoom des activités. Il y a eu des cours de yoga, etc. pour beaucoup de gens. Messieurs, moi j'ai une question. Vous avez insisté tous les deux quasiment dès le début de votre réponse sur les profs, le corps enseignant. C'était la brique essentielle à adresser avant tout, avant d'imaginer un quelconque investissement, un quelconque changement autre. Loïc. Oui, et effectivement, c'était la brique essentielle puisque ce sont eux qui vont délivrer les cours en face à face en face à face. C'est resté du face à face distanciel avec les étudiants. On ne s'est pas focalisé que sur les profs, puisqu'il y a eu également un accompagnement au niveau de l'ensemble de l'école et de l'ensemble de l'organisation. Il a fallu que l'ensemble des personnes qui travaillent dans les services administratifs, qui sont supports et qui sont indispensables à la qualité de l'expérience d'apprentissage des étudiants, soient également formées et puissent s'approprier l'ensemble des outils pour du travail collaboratif et pour continuer à accompagner à la fois les étudiants d'un côté et les profs de l'autre. Et on parlait, Jean-Yves mentionnait tout à l'heure les cellules d'innovation pédagogique. J'ai aussi la chance de diriger celle qu'on a au niveau de l'école. Et non seulement ces personnes qui travaillent dans cette cellule, mais également d'autres personnes dans l'école, dans différents services, ont fourni cet accompagnement aux différents services administratifs pour leur permettre très vite de maîtriser ces outils et de continuer à la fois à amener le service nécessaire aux profs et aux étudiants. Alors là, il y a quelqu'un de l'université qui nous dit qu'on n'a pas fait de retour d'expérience à l'université. On voit bien que je pense qu'on pourra l'aborder avec Colia, évidemment. Il y a aussi des populations, peut-être des tailles critiques qui font que c'est plus rapide dans une grande école qu'à l'université où il faut adresser parfois 10, 20, 30, 40, 50 000 étudiants. Je suis frappé de voir qu'on est regardé par le monde entier. On a des personnes du Gabon, du Liban, évidemment beaucoup de Français, donc de Pologne. Donc c'est vraiment un plaisir. Jean-Yves, même question là, à la brique du corps enseignant. Oui, bien sûr, assez spontanément, on a parlé des enseignants parce qu'on dirige l'un et l'autre une cellule d'innovation pédagogique, mais très très rapidement, on a travaillé main dans la main avec les services numériques et les services de ressources humaines pour pouvoir évidemment mettre en place un cadre qui permette également aux fonctions support de continuer à travailler. Les ressources humaines se sont chargées évidemment du cadre, on va dire, légal autour du télétravail. Le CSN s'est chargé, le centre de services numériques, pardon, se sont chargés de la disponibilité des outils.
Et les services d'innovation pédagogique ont été également embarqués dans cette affaire parce qu'ils avaient, quasiment sous la main tous les documents et toutes les formations pour les pratiques collaboratives. Mais j'espère qu'on reviendra sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important là aujourd'hui. Allez-y, j'écoute parce que si c'est un point important, je pense qu'il faut le préciser et insister dessus. Moi, je crois que à la suite de cette pandémie, l'enjeu essentiel de nos établissements sur le digital, c'est l'accompagnement général de tous les personnels aux pratiques collaboratives. C'est quelque chose qu'on n'avait pas attendu, pour lequel on n'avait pas attendu le Covid évidemment pour travailler. Je parlerai beaucoup aujourd'hui de prospective, mais on avait identifié quand même un axe fort autour de l'accompagnement au digital de tous les personnels. Et donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui dans les INSA autour de la création peut-être de nouveaux services qui soient à cheval entre les services d'innovation pédagogique et les services du numérique. Ça pourrait s'appeler centre pour les pratiques collaboratives, quelque chose de cet ordre-là, qui rassemblerait à la fois des gens habitués à délivrer un accompagnement auprès des enseignants, donc les cellules d'innovation pédagogique, et également des gens qui sont spécialistes des outils, de leur intégration, pour apporter tout personnel un accompagnement fort sur les pratiques collaboratives. Oui, on voit bien que la conduite du changement, c'est la clé, hein, Loïc. Et Kolia, vous nous direz un mot sur tout ça, après Loïc. Complètement d'accord sur la conduite du changement et justement, on a cette même réflexion et on a lancé une initiative qui est commune au service, alors le CETI qui est le Centre d'innovation pédagogique, l'IT au niveau de l'IESEG et également les RH avec une plateforme dédiée à la formation, non pas seulement sur les pratiques collaboratives, elle est plus globale que cela, mais il y a un gros chantier sur les pratiques collaboratives et sur l'utilisation des outils collaboratifs. Et je voulais également en profiter pour rebondir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure sur les pratiques au niveau de l'université. Un point important, je pense qu'il faut bien garder en tête, c'est que on a intitulé le webinaire « Comment pérenniser les bonnes pratiques issues de la crise ». Cette notion de bonne pratique, elle est relative. C'est-à-dire que, bien évidemment, il peut y avoir des éléments qui vont être transposables entre les différentes institutions, quelle qu'en soit leur nature ou leur statut juridique ou leur taille. Mais à côté de cela, il y a également des contextes institutionnels, stratégiques et organisationnels qu'il ne faut absolument pas négliger et qui vont nécessiter une certaine adaptation et peut-être l'abandon de certaines pratiques lorsqu'il s'agit de les transposer à d'autres types d'institutions. C'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Il n'y a pas une bonne pratique de manière générale qui s'appliquerait uniformément à toutes les institutions. Ah ben ça bouscule, de toute façon, ça bouscule tout ce qui s'est passé. Jean-Yves. Oui, peut-être que je m'aperçois que le mot pratique collaborative est peut-être un petit peu trop théorique. J'aimerais donner un exemple un petit peu de ce qui est en train de se passer. Il y a 2 ans, on avait tous l'habitude, dans le cadre d'un projet, de tout faire par mail. Disons-le en toute humilité, à la fois la gestion du projet, à la fois l'écriture des documents, à la fois la gestion des tâches, tout passait par le mail jusqu'à saturer complètement les boîtes aux lettres. Et évidemment, avec un niveau d'urgence imposé en mars il y a quasiment 2 ans, eh bien le mail s'est rapidement trouvé saturé. Et les collègues ont découvert finalement des choses qui existaient, qui étaient mises en œuvre par un certain nombre de collègues, qui consistent tout simplement, ce qui aujourd'hui nous paraît presque naturel. Eh bien, on fait une réunion, on commence par ouvrir le document collaboratif qu'on a déjà ouvert la réunion précédente, dans laquelle il se trouve qu'on a déjà noté toutes les tâches en cours, qu'on les a affectées. On va repartir de ce document et on va créer un nouveau compte rendu qui vient se rajouter au précédent. Et ce compte rendu, eh bien, un miracle, il va être fait avec à 8 mains ou à 10 mains ou à 12 mains. Et on a vu ça se produire, se déployer pendant toute la période de confinement. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un fonctionnement qui est général, mais c'est ça vers ça qu'il faut tendre. Et lorsque je dis ça, il suffit pas de décréter le collaboratif et de brandir l'étendard, l'alarme à l'œil, voilà, travaillons tous en intelligence collective et collaborative. Non, il suffit pas de décréter. Il faut évidemment le mettre en œuvre. Il faut former des gens parce que les freins sont très nombreux. On a tous au fond de nous quelque part une tendance
redondance qui consiste à conserver l'information dans notre machine et à la délivrer le moment venu à travers un mail ou à travers un document. C'est bien normal, il faut l'admettre, mais aujourd'hui, si on veut aller vers plus d'agilité, moins de stress, plus d'efficacité, c'est véritablement en mode collaboratif qu'il faut travailler. Mais en plus, vous incarnez parfaitement ça, puisque vous êtes au cœur de 5 INSA en France, c'est ça? 7, pardonnez-moi. 7, la collaboration, c'est consubstantiel. C'est-à-dire que sans cette collaboration, pour faire évoluer les outils, faire évoluer les méthodes, vous seriez dans une impasse. Et on voit bien l'intérêt, évidemment, de le personnel, les supports, les enseignants, jusqu'à l'étudiant, tout ça doit travailler ensemble, et encore plus avec l'outil, les nouveaux outils. Colia, ça vous inspire quoi? Alors, moi j'ai envie de dire, j'évoquais la question, on voit bien qu'il y a des structures plus souples quand on parle grande école, et il faut peut-être travailler plus en profondeur quand on parle d'université. Il y a aussi ces populations qui sont différentes. Oui, exactement, mais il y a quand même une tendance, et pour revenir à ce que disait monsieur Plantex, c'est ces nouveaux rôles en fait que moi j'ai remarqué. Je peux que parler de ma position en tant que commercial et qui démarche les universités, mais j'ai de plus en plus de conversations avec des personnes qui ont cet accès avec à la fois les services TIS, à la fois les services informatiques DSI, et à la fois avec même les services de communication. Donc un peu ces rôles hybrides qui sont sortis de tout ça et qui, moi, facilitent mon travail. Pourquoi? Parce que Panopto est une plateforme, comme je l'ai dit, une plateforme vidéo complète qui trouve sa valeur dans plein de différents services. Les services TIS vont l'utiliser pour ajouter de la valeur pédagogique aux vidéos. Quand vous en parlez à un DSI ou à quelqu'un qui travaille dans l'informatique, ils vont vous dire « Ah, ça, c'est une solution de stockage. Ça nous permet de garder tout notre patrimoine vidéo dans un seul endroit. » Et ils voient vraiment l'aspect technique de la chose, et après même les services com qui s'en servent pour des vidéos promotionnelles, etc. Donc, pour parler de pratiques qui sont sorties de la crise et qui sont restées, qui marchent à mon avantage aujourd'hui, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une communication qui est améliorée entre les services ou c'est ce nouveau rôle qui sont créés qui permettent d'avoir un peu d'homogénéité entre tous ces différents services, mais en tout cas, c'est vraiment une chose que je suis remarqué. Ouais. Merci, oui, c'est vrai qu'en tout cas, chacun y trouve ce qu'il veut y trouver, hein, c'est ça qui est important, et au fond, c'est tant mieux comme ça, parce qu'il faut un peu d'agilité. Moi, je suis intéressé parce que Loïc, comme Jean-Yves, vous avez donné un chiffre, alors je ne sais pas si c'est Jean-Yves, je crois que c'est Jean-Yves, vous avez dit, on a travaillé sur, au départ, 15 à 20% des enseignants, qui ont été une sorte les ambassadeurs pour faire la promotion auprès de la communauté académique, et plus d'ailleurs avec les étudiants. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi avoir une stratégie par étape, c'est-à-dire avoir ceux qui portent et ceux qui suivent. Enfin, comment ça se passe? Jean-Yves? Alors, si j'annonce ce chiffre, c'est parce que dans certains établissements, on a pu l'objectiver. Par exemple, à l'INSA Toulouse, nous avions une plateforme qui était ouverte à tous les responsables d'enseignement et qui permettait de déclarer une innovation pédagogique qui avait été opérée sur un module et à quelle hauteur. Et sur l'ensemble des 2000 modules délivrés par l'INSA Toulouse, eh bien, on pouvait sortir des tableaux de bord nous permettant de savoir combien d'heures effectives faisaient l'objet d'une innovation pédagogique, combien de profs, quel prof faisait quoi, et donc s'appuyer sur ces informations objectives pour aller plus loin, pour mobiliser ces profs, pour valoriser le travail qu'ils avaient engagé auprès de leurs collègues. Donc 20% sur Toulouse et en moyenne peut-être 15 à 20% sur l'ensemble des établissements. Oui. C'est beaucoup, Loïc, ou c'est peu? Finalement, on a envie de dire que tous les profs s'y sont mis, mais en fait, d'abord, sans vouloir attaquer qui que ce soit et quelque publication que ce soit, puisque les journalistes, on n'est pas exempts de tout reproche, mais il y a parfois un certain immobilisme quand même sur les nouveaux sujets. Y compris chez les étudiants d'ailleurs, je pourrais y revenir après. En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Les 15 à 20%, dites-moi si je me trompe Jean-Yves, mais les 15 à 20% sont peut-être liés aux profs qui seraient spontanément intéressés par de l'innovation pédagogique et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et embarquer l'ensemble des autres profs ensuite en leur montrant ce qui a été fait,
en générant un peu plus de prise de conscience. Et Dieu sait si, avec cette pandémie, la prise de conscience est arrivée très rapidement et très fortement. Et d'un autre côté, il y avait l'impératif lié à la pandémie qui était qu'il fallait réussir à embarquer tout le monde. On n'avait pas le choix, vu la situation dans laquelle on était. Et donc, on se retrouve avec une situation dans laquelle on avait déjà, en tout cas nous, c'était à peu près la même situation, je dirais peut-être un tiers des profs permanents qui étaient intéressés par de l'innovation pédagogique, quel que soit ce qu'on mette derrière innovation pédagogique, et qui régulièrement participaient à des workshops, des ateliers qu'on organise depuis longtemps pour pouvoir présenter ce qu'ils font, pour pouvoir partager leur expérience, etc. Et au niveau de la pandémie, personne n'avait le choix et là, on a embarqué vraiment tout le monde. À aujourd'hui, je dirais qu'on reste sur des taux de, allez, entre 30 et 50% de nos permanents à peu près qui sont vraiment intéressés par de l'innovation pédagogique. On a remis il n'y a pas longtemps justement nos Teaching Awards au sein de l'IESEG et on a pu voir également à travers les différents dossiers qui ont été déposés la qualité des productions des enseignants et ce qu'ils faisaient pour pouvoir réussir à accompagner les étudiants. Ça me permet d'ailleurs, si j'ai une minute en plus, de pouvoir mettre l'accent sur un point qui est qu'en fait, sur la façon dont ça s'est géré au niveau de la pandémie, on a pu noter quelque chose d'assez intéressant qui était une sorte de dualité entre l'exploitation et de l'exploration vis-à-vis des nouveaux outils. C'est-à-dire que quand on a lancé Zoom et quand on a mis en place les dispositifs d'enseignement à distance, tout le monde s'est mis dans l'urgence à essayer de voir comment est-ce qu'il allait l'utiliser sans chercher vraiment à aller beaucoup plus loin que les éléments qu'on leur donnait. On leur a fait une formation qui était à la fois technique et pédagogique pour qu'ils puissent comprendre comment utiliser Zoom dans le cadre de leur pédagogie. Et progressivement, on les a vus, en tout cas, là encore, peut-être un tiers ou un peu plus d'entre eux, mais commencer à farfouiller, bidouiller, bref, à explorer un peu plus pour voir comment est-ce que déjà ils pouvaient aller plus loin dans leur usage de l'outil en question et comment est-ce que progressivement ils étaient en mesure de pouvoir mixer d'autres outils pour pouvoir les utiliser en complément de Zoom, que ce soit un WooClap par exemple, que ce soit un Miro, que ce soit bien sûr du Panopto ou d'autres, et comment est-ce que progressivement aussi ils pouvaient aller au-delà d'une simple logique de cours en synchrone, mais vraiment s'inscrire dans une logique de réflexion, d'apprentissage de l'étudiant pour mixer du synchrone et de l'asynchrone, ce qui n'était pas possible au départ. Il fallait vraiment qu'on pallie d'urgence. Alors, on voit, il y a des réactions qui disent que des professeurs veulent continuer. Bon, ils sont un peu bridés dans leurs ambitions. On parle d'université. Paulia, est-ce que vous avez le sentiment quand même, puisque vous avez contacté, vous avez touché, en tout cas adressé toutes les universités françaises, j'imagine, hein, puisque vous leur proposez en tout cas des nouvelles approches. Est-ce que il y a au minimum de la lenteur ou de la résistance? Non, je ne serais pas aussi négatif que ça. Je dirais plutôt, le retour est plutôt positif sur les utilisateurs qu'on avait déjà et les nouveaux clients qui non seulement qui voient plus les réponses que j'avais avant. Pour être clair, c'était voilà, on traverse une crise, on n'a pas le temps de parler de quelque chose comme Panopto parce que notre priorité, c'est de faciliter des cours en synchrone, essayer de faire du distanciel, du présentiel en distanciel. Petit à petit, moi, mon discours et ce que j'ai vu en tant que retour positif, c'était, comme le dit très bien Monsieur Play, c'est de pouvoir faciliter d'autres méthodes d'apprentissage et pas seulement faire ce qu'on faisait déjà en distanciel. Je pense à l'enregistrement de cours Teams, Zoom, qui se retrouvent dans Panopto pour les revoir en modèle asynchrone. Je pense aux devoirs vidéo des élèves, donc une activité dans Moodle qui permet aux élèves de s'enregistrer pour pouvoir aussi interagir de cette manière-là. Il y a eu une période là où personne ne savait comment faire des examens. Si on avait repensé la chose et peut-être le faire à travers la vidéo, ça aurait peut-être marché un petit peu mieux. La classe inversée, bien sûr, et les pratiques d'accessibilité aussi. Je veux mettre le doigt dessus parce que les pratiques d'accessibilité qui étaient un peu revues un peu sur le second plan avant, si on remet ça sur le premier plan, si on remarque que ces pratiques-là, en fait, permettent aussi d'avoir une meilleure valeur pédagogique à notre vidéo. Donc, quand on parle de sous-titres, d'indexation, de chapitrage, etc. Donc, pour répondre à la question, oui, petit à petit, les personnes ont pu voir que voilà, que c'est, comme le dit très bien M. Play, c'est plus juste un apprentissage en synchrone, mais quand on parle d'innovation pédagogique, c'est vraiment
penser outside of the box, comme on dit. Jean-Yves, je vous passe la parole. Une question en complément de ce que vous allez dire que je ne connais pas, mais j'imagine. C'est est-ce que vos enseignants, ils sont hors hiérarchie quand ils ont une idée ou il faut quand même un process pour valider toutes leurs bonnes idées de disruption en matière d'enseignement et de digital éventuellement? Alors, je vais évoquer ça effectivement dans ma réponse. Moi, je crois que j'ai envie de penser qu'il y a 3 catégories de gens, mais comme avant finalement la pandémie, hein, la première catégorie, ce sont des gens qui sont spontanément attirés par l'innovation et par les nouveaux usages digitaux. Qui sont venus nous voir ou qui ont fait spontanément des choses sans bénéficier d'un soutien quelconque de l'établissement. Mais il y en a aussi dans cette catégorie qui, effectivement, que nous sommes allés chercher par le biais de webinaires ou en frappant à la porte de leur bureau, et qui ont bénéficié soit d'embarquer dans un projet. Par exemple, nous avons développé récemment 28 MOOC avec Open Classrooms, et ça a permis d'embarquer 50 personnes à l'échelle du groupe INSA. Bon. Mais pour répondre à votre question, dans chaque INSA, il y a un dispositif de soutien, c'est-à-dire que spontanément, les enseignants peuvent venir voir les cellules d'innovation pédagogique avec un projet, et on va dimensionner ce projet avec eux. On va leur dire, bah voilà, vous avez 30 heures ou 40 heures de décharge horaire pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire, mais on vous place dans une méthodologie qui est celle de la cellule. On va caler un certain nombre de rendez-vous, on va définir des livrables, on va travailler avec vous sur le processus pédagogique. Donc oui, ce soutien, il existe. Première catégorie. À l'autre bout de la chaîne, on a peut-être une catégorie de gens qui, de toute façon, ne viendraient pas. Pour un certain nombre de raisons. Certaines peuvent être jugées comme mauvaises, hein, des appétences par rapport au digital. Toute personne qui a lu le bouquin de Desmurget, La fabrique du chrétien digital, a de bonnes raisons finalement de ne pas souhaiter que les étudiants se mettent face à plus d'écrans que ce qu'ils pratiquent aujourd'hui. Je rappelle que quand même aujourd'hui un étudiant passe en moyenne de 5 à 8 heures par jour devant un écran, et pas pour des raisons pédagogiques, pour du divertissement, pour des réseaux sociaux. Donc voilà, on peut considérer qu'en soi, ça c'est un argument qui va contre le digital. Mais il y a plein d'autres arguments pour lesquels une part importante des collègues ne vont pas aujourd'hui spontanément vers le digital. C'est tout simplement parce qu'ils manquent de temps. Ils sont embarqués dans une foultitude de responsabilités, de stages, de relations industrielles, internationales, ou même tout simplement de faire fonctionner une année qui les empêche de faire cet investissement. Manuela Antoine nous dit le plus grand frein est le temps. Le suivi est très chronophage. Quelles sont les bonnes pratiques? C'est vrai qu'on adresse un nouveau sujet qui me semble essentiel, c'est que le digital a élargi, me semble-t-il, hein, le planning des enseignants qui doivent répondre, qui ne se dirait pas en temps réel, mais quasiment. Un étudiant, il pose sa question à 2 heures du matin ou à 7 heures quand il se lève, s'il se lève à 7 heures dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, il attend une réponse rapide. Et c'est vrai que l'enseignant, il n'a peut-être pas été habitué à ça. Alors, c'est vrai que le changement des plannings et de la charge, hein, comme vous dites, Jean-Yves, et à bousculer tout ça. Loïc. Alors, c'est vrai que ça peut très vite être chronophage, mais je dirais que on rentre dans la même logique que toute personne qui bosse dans d'autres types d'entreprises et qui se retrouve avec des mails qui peuvent tomber à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des notifications Teams, etc., etc. Là-dessus, en fait, alors il y a la réponse légale qui est le droit à la déconnexion. Après, vous avez surtout le besoin de fixer avec les étudiants des règles qui sont claires quant à la manière dont on va gérer les interactions. Moi, par exemple, j'ai mis en place des forums, donc vraiment le plus vieil outil qui existe sur Internet, hein, mais très basique et très simple, mais qui permet d'échanger avec les étudiants et qui leur permet de nous poser des questions à n'importe quel moment. Ce sont des questions notamment par rapport à des QCM qu'ils vont avoir toutes les semaines. La règle, c'est poser vos questions au maximum 24 ou 48 heures avant, parce que si vous la posez justement à 2 heures du matin et que vous avez le QCM à 9 heures, je vais avoir du mal à vous répondre. Alors bien sûr, le plus souvent, même si les questions sont posées dans un délai un peu plus court, je vais pouvoir y répondre.
mais il y a besoin d'avoir ces règles qui sont claires avec les étudiants. Après, plus largement sur le suivi, il y a des outils d'automatisation du suivi également qui peuvent nous accompagner. On voit notamment à travers EdTech France, il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur le développement d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent favoriser l'accompagnement des étudiants. Il faut quand même y faire attention pour pouvoir bien montrer aux étudiants qu'on est là pour eux. Je pense que c'est ça hein, qui est avant tout essentiel. Quelles que soient les choses qu'on puisse automatiser, il faut d'abord qu'on montre qu'on est là humainement et présent pour eux et pour les accompagner. Et puis après, c'est se servir d'outils d'enregistrement, que ce soit pour de l'audio ou pour de la vidéo, pour délivrer du feedback aux étudiants aussi. Le suivi passe également par des logiques de feedback. Et la manière dont on va concevoir le feedback en amont et dont on va pouvoir le designer pour pouvoir ensuite le délivrer aux étudiants de façon la plus efficace possible, tout en garantissant la qualité de l'accompagnement, ça c'est quelque chose d'essentiel. Colia, quand vous installez un système, est-ce que vous dites que vous allez travailler plus ou vous allez travailler moins ou vous allez travailler mieux? la troisième réponse. Oui, mais le plus n'est pas loin de ma question quand même. Hein. Ne l'évacuez pas. Je peux juste rajouter, juste à l'instant, c'est de dire voilà, que quand on parle de modèle SaaS et on parle de modèle cloud, c'est vraiment pour limiter un peu le temps aussi que ça demande aux ressources universitaires pour déployer, former, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on prend en main sur toute cette partie-là jusqu'à la sécurité aussi. Donc, ouais, je peux juste rajouter à ça, ce point-là. Mieux. Jean-Yves, vous avez soulevé le doigt, donc ça veut dire que… Oui, je crois qu'il ne faut pas cacher aux enseignants qu'un projet d'hybridation requiert un investissement important. Pour un mieux-être dans un an, une fois que les ressources auront été créées, une fois qu'on aura cadré la mise en place de dispositifs, une fois qu'on aura bien précisé tout ce dont parlait Loïc, à savoir les engagements des uns et des autres, hein, les règles, les bonnes pratiques qui vont être mises en place, une fois qu'on aura calé également tous les aspects administratifs et légaux quant au comment dire, l'utilisation des ressources. Bon, bref, il y a un investissement important, on sait le mesurer, il y a une littérature là-dessus. Et ce qu'on vend aux enseignants, c'est un mieux-être. Alors aujourd'hui, ça, je reviens à la deuxième catégorie, hein, celle du milieu, hein, celle qui a traversé le Covid à marche forcée. Aujourd'hui, tout à fait franchement, on va avoir du mal à les embarquer lors de cette rentrée sur des projets d'hybridation. Il faut être là en soutien à ceux qui, malgré tout, auraient vu dans ce qu'ils ont dû mener à marche forcée pendant 1 an et demi des espaces d'innovation, un bénéfice pédagogique. Mais franchement, on va pas y aller à la hussarde en leur imposant quoi que ce soit. Je crois qu'il faut d'abord qu'ils retrouvent le plaisir qu'a un enseignant à voir ses étudiants en face de lui avant que d'imposer quoi que ce soit à l'échelle d'un établissement. On revient justement sur la gestion du changement hein, pour compléter ce que disait Jean-Yves et ce que vous disiez tout à l'heure, Gilbert. C'est vraiment la gestion du changement, elle va nécessiter déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces changements et aussi de donner du temps aux gens. Et là, très clairement, le temps dont ils disposent, ils souhaitent vraiment l'investir dans le lien direct avec leurs étudiants qu'ils souhaitent retrouver, même si c'est avec des masques, même si c'est avec de la distanciation. L'objectif est quand même de pouvoir se réapproprier la salle de classe et se réapproprier cet environnement, ce qui ne veut pas dire ne pas utiliser de la technologie dans la salle de classe et tirer parti de tout ce qu'on a pu faire en ligne pour pouvoir enrichir l'expérience étudiante qu'il peut y avoir en classe. Alors, on a des remarques hein, qui sont faites et qui sont tout à fait pertinentes. Hein. Depuis tout à l'heure, Alexandra nous dit, depuis tout à l'heure, je me pose la question, est-ce que l'innovation se résume au digital? Eh bien sûr que non, mais c'est le thème de notre débat. Je suis désolé, on peut parler de tout le reste, évidemment, mais on en fera un deuxième. Colia, on prévoit un autre webinaire autour d'autres thèmes. Alors, très intéressant. Jean-Yves l'a évoqué sans en préciser les contours. Le peer-to-peer entre étudiants, évidemment, la collaboration entre étudiants doit être intégrée aussi dans le scénario pédagogique. Jean-Yves. Oui, bien sûr, ça fait partie du panel d'activités pédagogiques qui viennent enrichir un dispositif innovant, tout à fait. Loïc, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez mis en avant, cette capacité des étudiants? Alors, parfois, même les étudiants corrigent hein, leurs camarades, hein, c'est bien ça? Oui, complètement. Il y a ça au niveau des cours et après, il y a également possibilité de mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui vont se rapprocher de dispositifs de mentoring aussi, qui vont permettre d'autres types d'apprentissage.
Concrètement, au niveau de l'IESEG, on a mis en place il y a plusieurs années un programme qui s'appelle Manager in Vivo, dont l'objectif est d'avoir des étudiants de master qui vont aller coacher des étudiants de première et de deuxième année, ce qui leur donne une vraie expérience de management en master et ce qui permet également de favoriser l'intégration et la compréhension du mode de fonctionnement de l'école, de la façon de travailler, des attentes au niveau des différents professeurs de la part des étudiants de première et de deuxième année. Et on l'a ouvert également à tous nos étudiants internationaux pour avoir une expérience interculturelle de management également. Il n'y a pas d'overdose. Alexandra nous dit c'est l'overdose digitale. Rassurez-moi, il n'y a pas d'overdose. Hein. On répond à Alexandra en même temps. Alors, il n'y a pas d'overdose, je ne veux pas donner la réponse. Est-ce que vous avez cette sensation également? Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, mais je pense que c'est comme chacun d'entre nous. Une fois qu'on a passé des heures et des heures et des heures en réunion à distance, on va en avoir ras-le-bol. On a parlé de la Zoom fatigue qu'on a pu voir évoquée ici ou là dans différents médias. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une overdose. Maintenant, très honnêtement, ce n'est pas quelque chose que l'on ressent de façon très prégnante parmi les enseignants. Ça revient assez peu dans le discours. Je pense que ceux qui ont eu la plus grosse overdose sont peut-être les étudiants dans le cadre de cours qu'ils avaient uniquement en synchrone, et c'est pour ça qu'il était vraiment important de leur offrir une expérience mixant du synchrone et de l'asynchrone et leur permettre de reprendre la main sur leur agenda et sur leur apprentissage. D'accord. Oui, je me permets d'intervenir là-dessus. Je confirme, je vous redis les chiffres que l'on trouve dans le bouquin de Murger. Aujourd'hui, un jeune étudiant passe 7 heures en moyenne 7 heures sur des écrans et pas pour des activités pédagogiques. Donc, l'idée commence à poindre dans nos écoles de vraiment renforcer une communication, une mise en garde massive auprès des étudiants sur les dangers du trop d'écran. Alors, un autre danger qui émerge dans tous nos échanges, alors Manuela poursuit sur l'overdose d'outils. Bon, oui, l'overdose, de toute façon, on n'a pas de standard, hein, me semble-t-il, en termes d'outils ni de process. Donc, il y a des outils. On travaille avec Panopto aujourd'hui. On voit bien que c'est un des outils qui est utilisé. Évidemment, il y a plein d'outils qui émergent et c'est aussi peut-être la difficulté. Je vous vois lever la main, Loïc, vous vouliez dire quelque chose? Justement, pour compléter sur cette overdose d'outils, je suis tout à fait d'accord avec la remarque et c'est un vrai problème à l'heure actuelle puisque on a la chance d'avoir en France et au niveau mondial une explosion du nombre de boîtes qui sont dans ce qu'on appelle les EdTech et qui vont nous proposer une quantité de services qui sont extrêmement intéressants. Mais on est démarché en permanence par l'ensemble de ces boîtes. Jean-Yves, j'imagine que c'est pareil pour vous. Et il est parfois très difficile déjà d'identifier quels vont être les bons services et surtout de se dire comment rentrer dans une logique de long terme avec un service qui vient d'être créé par une start-up et j'ai sous les yeux le dernier catalogue d'EdTech France qui fait 122 pages, qui regroupe une quantité énorme de boîtes qui proposent leurs services. Entre les recoupements entre les services, les discours commerciaux qu'on peut avoir et également la relative nouveauté de certains d'entre eux, il est très difficile d'identifier quel est le bon outil qu'il faut absolument qu'on utilise. Et on peut très bien tomber dans ce qu'on appelle le FOMO lié aux outils, cette fois-ci, hein, la fear of missing out, de rater le bon outil qu'on devrait absolument utiliser. Et en fait, je pense qu'il n'y en a pas. Et arrivé à un moment, il faut juste faire un choix. Loïc, quand vous préparez cette table ronde, vous m'avez dit, ce webinaire, pardonnez-moi, puisqu'on n'est pas en live, vous me disiez quelque chose de très intéressant, parce qu'évidemment, la combinaison de tous les outils doit être extrêmement fluide. Il faut passer de Booklab à Zoom, à Miro, à Panopto. Il faut que tout ça, tous ces outils fassent sens au moment où on en a besoin et pas avec des process compliqués. Tout à fait. Et arrivé à un moment, il faut juste se dire stop, j'arrête là. Mais ne serait-ce pour nous en tant que directeur de la pédagogie ou directeur de centre d'innovation pédagogique, mais aussi pour les profs et pour les étudiants. Arrivé à un moment, si on multiplie les outils, si on multiplie les plateformes, on va les perdre. Et si on veut les embarquer, on parlait de la gestion du changement tout à l'heure, ça en fait partie aussi. Si on veut les embarquer, il faut que tout ça soit clair et qu'on puisse continuer à les accompagner et à les guider. Donc, quitte à rater des choses, autant se dire que les éléments dont on dispose sont très bien, rester en éveil, c'est hyper important, avoir une veille pour pouvoir continuer à identifier des bons outils,
mais ne pas penser uniquement aux outils, penser d'abord sous l'angle de la stratégie pédagogique, sous l'angle de l'expérience d'apprentissage des étudiants et ensuite les outils au service de ces éléments. Jean-Yves. Oui, on a parlé de la multiplicité des outils et on peut se réjouir effectivement que le paysage des EdTech français soit Oui. extrêmement riche. Hein. Cocorico. Mais il y a un autre souci, c'est la soutenabilité finalement financière du point de vue de l'établissement de s'embarquer avec telle ou telle société, et puis l'extrême évolutivité de ce paysage. Je vous donne pour exemple, dans notre réponse INSA 2025 à l'appel à projet des MOES, qu'on a eu la chance de remporter, on avait une société qui a disparu pendant l'été. Tout simplement. Mais ce que dit Loïc est très juste. Je crois que c'est notre rôle à nous, c'est l'innovation pédagogique, que de rester en prise avec ce paysage et de sélectionner au sens d'un certain nombre de critères, dont la soutenabilité évidemment et les fonctionnalités de l'outil, de sélectionner un certain nombre de services, de les tester à petite échelle et s'ils trouvent leur place, évidemment, de poursuivre par une phase d'amorçage un peu plus importante et de déploiement dans les autres écoles, avant que de livrer l'outil full scale à l'ensemble de nos personnels et étudiants. Alors oui, répondez à Laura, Loïc et Jean-Yves. Qu'est-ce que vous faites pour être en veille, vous? Des conseils? Qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Soyons concrets. Il y a beaucoup de choses. On peut lire Newstank déjà. Il y a plein d'infos, je vous le dis tout de suite. Oui, bien sûr. Bien évidemment via Newstank, mais derrière, sur Twitter, il y a énormément de comptes qu'on peut suivre, qui vont être des comptes à la fois français et anglo-saxons. Enfin, moi, je suis énormément de comptes anglo-saxons ou de sites anglo-saxons, des choses comme le Chronicle of Higher Education, le Times of Higher Education, Inside Higher Ed, des choses comme cela. Il y a pas mal de tables rondes et de webinaires aussi qui sont organisés par ces différents sites. On a des sites spécialisés comme EdSurge, on a des podcasts comme Teaching in Higher Ed, par exemple, de Bonnie Stachowiak, ou The EdTech Podcast de Sophie Bailey, qui est un podcast britannique. Enfin, voilà. Après, c'est comme pour les outils, je dirais. À un moment, il faut aussi se fixer une règle et se dire qu'on arrête en permanence d'en rajouter, même si ce n'est pas toujours évident. Déjà parce qu'il va y avoir des redites entre ces différentes sources, et puis parce que on a tous un temps limité et on n'a pas que de la veille non plus à faire. Et comment vous point, faites? Pardon. Évidemment, ce que dit Loïc est tout à fait juste. Hein. On a chacun nos sources, on va dire, officielles d'information. Moi, je crois aussi qu'il faut surtout tenter de garder un peu d'énergie pour un moteur de curiosité quotidien, de l'énergie pour continuer à capter des signaux faibles qui peuvent venir d'un membre de la cellule qui vient nous dire tiens, j'ai vu un truc précisément, vous n'avez pas le temps de l'écouter ce jour-là, mais si quand même, il va falloir consacrer la minute qu'il faut pour récupérer un nom et puis le noter quelque part pour un jour plus tard, 2 jours plus tard, aller voir effectivement qu'est-ce que propose cette société. Et Louise, qui nous avait fait une très beau papier d'un campus matin, nous propose le blog Innovation Pédagogique. Merci Héloïse, et j'espère que vous allez bien, j'en profite pour… Et le Colia, comment vous faites pour être en veille? Il y a un département recherche, évidemment, chez Panopto, un département veille. Quelle serait la meilleure façon, vous, en tant que prestataire, on va dire, développeur de solutions? Oui, pour rebondir là-dessus, en fait, ce que j'ai pensé, c'est plutôt, en fait, quand on va créer des meilleures pratiques, et ce que moi j'essaie de mettre en avant, c'est plutôt de dire, voilà, si on utilise une plateforme telle que Panopto, par exemple, on unifie un certain nombre d'outils que chaque prof essaye de faire à sa manière. Donc, un prof va enregistrer en utilisant un Camtasia, un autre va utiliser de l'OBS, et on se retrouve très rapidement avec, comme on le disait, une multitude d'outils. Est-ce que ça passe pas justement par une unification de meilleures pratiques pour dire, voilà, à partir de maintenant, on va utiliser voilà le mode de fonctionnement. Bien sûr, ça passe par de la formation, ça passe par de l'éducation. Mais quand on parle de vos doses d'outils, pour revenir là-dessus, c'est de dire, voilà, d'avoir un outil qu'on conseille et qui permet de répondre à pallier à plein de différents besoins plutôt que
laisser tout et chacun faire à leur manière et se Centralisé, retrouver. c'est vrai. Il faut un peu de. Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Peut-être que vous allez m'aider, messieurs, de Manuela. L'innovation ne demande-t-elle pas de s'inquiéter des modes opératoires des étudiants et des outils avec lesquels ils sont le plus à l'aise? Comment vous comprenez? Je vois bien le sens. J'ai peur de mal comprendre. Donc, comme je sais que vous êtes très intelligent parce que vous êtes dans des grandes écoles, vous allez comprendre parfaitement la question. Et Loïc, je vois sourire. Oui, parce que je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit lié à l'intelligence ou pas, en l'occurrence. Et la question, je l'avais aperçue effectivement, elle n'est pas forcément évidente. Moi, la façon dont je l'interprète, en fait, c'est les Manuela, étudiants ont des précisez, s'il façons. vous plaît. Manuela va préciser dans le chat. Mais allez-y, je vous écoute. Les étudiants ont des façons de procéder et des façons de travailler, et ils utilisent déjà certains outils. Et la question, c'est est-ce qu'on doit, justement, Snap, Telegram, Discord, est-ce qu'on doit s'adapter ou est-ce qu'on doit les orienter vers autre chose? Et moi, mes étudiants, il y a quelques années, utilisaient des combinaisons d'outils en ayant d'un côté un groupe Facebook, de l'autre côté parfois du mail. Ils avaient un Google Docs et puis encore autre chose en complément. Et donc, ça partait dans tous les sens. Et on s'est dit qu'il fallait absolument les amener et les obliger à rationaliser tout cela parce que dans une perspective pro, certes, ils seraient exposés à beaucoup d'outils, mais ils auraient besoin de pouvoir avoir des processus de travail qui seraient adaptés. Et on parle toujours de ces jeunes comme étant la génération qui est née avec une souris, un écran, ce que vous voulez dans la main. Mais ils ont beau être nés avec ça dans la main, ils sont nés également avec deux jambes, il a fallu qu'ils apprennent à s'en servir. C'est pareil avec ces outils. Il faut Il faut absolument faire le qu'ils tri, apprennent à hein, s'en c'est ce que servir. dit Manuela. Il faut, la veille ne demande-t-elle pas de faire un tri? Et c'est ça votre boulot, hein, Jean-Louis et Jean-Yves. Tout à fait. Il faut un tri et ensuite il faut répercuter la veille également. Jean-Yves. Peut-être plus, comment dire, je vais prendre un peu de hauteur par rapport à cette question. J'entends ce qui est dit. Effectivement, il y a eu quelques tentatives pédagogiques par le passé de s'appuyer sur ces outils utilisés par les étudiants, moins par démagogie hein, que tout simplement par curiosité. Moi je crois qu'aujourd'hui, on, on est tous en train d'utiliser des environnements numériques collaboratifs et des gammes d'outils complètement différentes selon le contexte. Dans le groupe INSA, on a une chaîne collaborative. Dans un autre contexte local toulousain, on en a une autre. Lorsqu'on travaille avec le gouvernement, on a d'autres systèmes. Donc cette multiplicité aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. Donc certains environnements nous sont imposés, on n'a pas le choix, et d'autres sur d'autres on a éventuellement la main. Moi je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci particulier à proposer, à imposer aux étudiants quelque chose qui aura été mûrement réfléchi d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue des pratiques aux étudiants, sans pour autant que ce soit proche de leur environnement. Je ne vois pas comment dire, je ne vois pas fondamentalement d'incohérence là-dedans. Alors, j'ai une question, pardonnez-moi, je vais aborder un autre sujet ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle et le temps passe. Et il me semble que c'est très important, c'est la dimension data. On évolue vers un univers data-centrique, hein, pour reprendre un anglicisme, ouvert sur l'IA, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'IA sans data et inversement. Cette évolution, est-ce qu'il est très marqué dans vos institutions? Est-ce qu'il s'est accéléré? Et on voit bien l'intérêt des data aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir de l'information sur les parcours, mais surtout d'affiner les parcours des étudiants pour aller au plus près de la réussite et de l'employabilité et de l'acquisition. Loïc et Jean-Yves, je vous donne la parole. Alors oui, effectivement, ça s'est accéléré. Là encore, oui, accéléré dans le sens où il y avait déjà des orientations qui avaient été prises préalablement, mais là, avec la pandémie, ce sont des choses sur lesquelles on a voulu mettre encore plus l'accent. On a créé tout un outil de Learning Analytics récemment au niveau de l'école qui permet à chaque enseignant de pouvoir suivre l'évolution de ses évaluations de cours telles qu'elles sont délivrées par les étudiants et de voir, donc là très prochainement dans une perspective longitudinale, comment est-ce qu'il se positionne aussi au sein de l'institution. Parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, des profs qui venaient nous voir en nous disant, là j'ai été évalué avec 4,5 sur 5, est-ce que c'est très bien ou est-ce que c'est pas bien? D'autres à 4,2, enfin bon bref.
Et en parallèle aussi, plus largement pour sortir du côté prof, on est en train d'avoir un gros chantier au niveau de la DOSI de l'école, donc la direction des systèmes d'info, pour pouvoir développer tout un système de data lake, ce qui va nous permettre d'accumuler, enfin de centraliser l'ensemble des données de l'école, qu'elles proviennent des admissions, qu'elles proviennent de la partie études et parcours d'apprentissage des étudiants, qu'elles proviennent des relations entreprises, etc., de façon à être en mesure d'avoir à la fois des éléments d'information sur le parcours d'apprentissage et sur les relations qu'on peut avoir avec différents partenaires qui peuvent supporter ce parcours d'apprentissage également. Oui, je confirme. Dans un travail de prospective mené à la fois dans chaque école il y a 2 ans et au niveau du groupe INSA et qui aujourd'hui se concrétise par des plans d'action ici ou là, on avait bien entendu identifié cette révolution digitale et autour des usages et autour de la donnée. Peut-être 3 points, effectivement, un point autour de l'enseignement. Loïc parlait des learning analytics qui permettent à la fois de suivre l'engagement des étudiants, mais aussi d'aller vers plus d'individualisation. Une partie également pilotage à travers des outils de tableau de bord, de type tableau de bord qui agrègent des données venant de finances, venant des admissions, Loïc l'a dit, sur les étudiants, venant du patrimoine, venant de tous les flux financiers et qui permettent en fait un pilotage plus fin de l'établissement. Mais il y a également un troisième point très important dans cet aspect données et révolution digitale, c'est évidemment la souveraineté des données. Évidemment, enfin, je pas la peine de développer ça, mais on souhaite évidemment que ces données ne soient pas récupérables à travers un Cloud Act par les États-Unis notamment, mais qu'elles soient bien sur des serveurs et à notre disposition et à nous seuls. On a un leader français, hein, c'est OVH, hein, donc, qui émerge et on a des acteurs face aux gros acteurs. Alors, Colia, on voit bien que la data, c'est aussi le cœur du moteur de tous les outils aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si je peux juste rebondir sur les 2 cas d'usage un peu de l'utilité d'avoir des statistiques un peu dans Panopto. Premièrement, comme l'a dit Monsieur Plantec, c'est de pouvoir dire qui c'est qui a regardé telle vidéo, pour combien de temps est-ce que cette vidéo a été regardée, etc. Pour voir un peu le nombre d'engagements, c'est le mot. Mais la deuxième chose qui est peut-être un peu plus intéressante, c'est de pouvoir se remettre en question en tant que prof, en tant qu'ingénieur pédagogique, pour dire où est-ce que la vidéo peut être améliorée et où est-ce que le nombre de vues a commencé à baisser, etc. Et là, commencer à introduire d'autres outils pour ajouter un peu d'animation, etc. pour peut-être améliorer cet engagement, justement. J'allais aussi vouloir faire la parenthèse sécurité et données, etc. Tout ça pour confirmer en fait que l'une des peurs et l'une des grosses questions que j'ai souvent en processus de sales, c'est exactement ça. Nous, on est stocké sur les serveurs Amazon. Ces serveurs Amazon se situent en zone européenne, mais la grosse méconception, c'est de penser à travers ce Cloud Act dont parlait Monsieur Plantec, c'est de dire voilà, les États-Unis auront toujours accès à ces données-là et en fait non, voilà, si les données sont stockées en zone européenne, de manière générale, elles le sont en toute sécurité sur des serveurs AWS. Et j'ai même envie de dire la sécurité AWS va être plus robuste qu'une sécurité que 2 ou 3 individus vont mettre en place dans une université. On espère, alors on vous fait confiance, Colia. Le Cloud il marche qu'aux États-Unis. Bon, on va voir. Il est aussi chaperonné par le Patriot Act qui tolère un peu tous les comportements de nos amis américains. Et la conférence des grandes écoles a demandé à la CNIL de réfléchir, et pas à la CNIL, mais enfin au Conseil du numérique, de réfléchir à ces sujets-là. Parce qu'évidemment, si on parle scolarité, c'est embêtant, mais c'est moins grave que quand on parle recherche et innovation, évidemment, où là, les enjeux sont colossaux en matière de propriété intellectuelle. Justement, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, enfin, il y en a encore d'autres, mais tout ça, ça coûte très cher. Loïc, Jean-Yves. Oui, effectivement. Dans le cadre de… Alors, juste pour prendre les suites directes de la pandémie et la réponse à la pandémie, nous, on a investi entre 1 et 1,5 million d'euros sur l'équipement en hybride de l'ensemble de nos salles.
de façon à ce que l'on puisse enregistrer un cours ou à ce que l'on puisse également proposer à nos étudiants de suivre un cours à distance si jamais ils étaient bloqués chez eux pour cause de Covid. Idem pour les étudiants internationaux, leur permettre de suivre les cours à distance. Et puis en parallèle, il y a des investissements également en termes de ressources humaines, puisque l'ensemble de ces dispositifs, il va falloir en assurer la maintenance, il va falloir également assurer la formation des profs, enfin bref, tout ce dont on a déjà parlé, des enjeux de sécurité là encore, pour s'assurer que les flux ne soient pas piratés également par d'autres personnes extérieures. Voilà, le chiffre que je viens de donner n'est qu'une petite idée de l'ensemble des investissements qu'on peut réaliser de façon beaucoup plus large sur tout ce qui touche à l'innovation pédagogique dès lors qu'on en parle sous un angle technologique. Oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines de kilos euros par établissement en renforcement Wi-Fi, en machines pour les étudiants qui seraient empêchés ou qui n'auraient pas les moyens d'avoir des machines par eux-mêmes, en kit pour faire de la comodalité, en tablettes, en licence Zoom et autres. Et tout ça étant financé à la fois sur ressources propres, par des taxes d'apprentissage. La région également, les régions ont également contribué à cela, mais également une profusion d'appels à projets venant de l'État, typiquement des appels à projets hybridation qui ont permis de récupérer 1 million il y a 1 an sur un projet de 2 ans, l'appel à projet DEMOES, j'en parlais tout à l'heure, qui va permettre d'injecter quand même 4 millions 5 dans les 3 prochaines années dans les INSA. Voilà, donc ce régime d'appel à projet de l'État quand même est le bienvenu. Enfin, même si on ne gagne pas à chaque fois et même si le ticket d'entrée pour rédiger un appel à projet reste quand même assez important. Il n'en reste pas moins que la ressource publique ne peut pas être le seul levier, hein, j'imagine, c'est le cas dans les grandes écoles, dans les universités aussi. Cela dit, les investissements entre les besoins d'immobilier, enfin les besoins de rénovation par exemple, et si on l'ajoute, comment dirais-je, aux investissements digitaux, c'est très important. Alors, dernier point que je souhaitais aborder avec vous, ce sera le dernier point pour conclure après si on a des questions, on les posera évidemment, c'est l'impact. Est-ce que tous les investissements digitaux, d'abord, ils doivent être analysés à la lueur de l'impact et de la durabilité, hein, la sustainabilité des projets. Ça veut dire que le digital n'est pas nécessairement durable et sans impact. Loïc. C'est vaste question et vaste sujet, effectivement. Je pense qu'il y a aujourd'hui bien malin qui pourrait dire dans quelle mesure est-ce que l'ensemble des investissements qui sont réalisés dans le cadre de la pandémie vont être totalement durables. Il y a un besoin de revoir l'expérience pédagogique des étudiants et l'expérience d'enseignement côté prof pour pouvoir se dire qu'on peut utiliser l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ces équipements et proposer quelque chose qui sera différent d'avant et qui sera complémentaire dans une certaine mesure à ce qui était fait auparavant. Ça, c'est vraiment important si on veut rentrer dans une logique de réponse à du court terme et mise en place sur du long terme. Après, dans des logiques de soutenabilité, c'est de la soutenabilité financière. Donc, c'est s'assurer que ces investissements n'aient pas été faits à vide, d'où ce que je viens de dire. Et puis également, une logique de soutenabilité en termes d'utilisation de certaines ressources. Concrètement, plutôt que d'avoir des profs qui vont circuler entre 2 campus, on peut très bien envisager d'avoir des cours qui vont être faits en mixant les étudiants de 2 campus. Nous, on en a un à Lille et un à Paris. Ça permet d'éviter les déplacements. C'est également de même pour des étudiants internationaux qui n'auraient pas la possibilité financière de venir en France pour pouvoir suivre nos programmes, de pouvoir suivre les programmes à distance. Et là aussi, ça répond à une logique plus globale de sustainability. Enfin voilà, le sujet est extrêmement vaste et on pourrait l'aborder sous différents angles. En fait. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, Jean-Yves.
Oui, je confirme, c'est pas nécessairement durable, c'est pas nécessairement soutenable, mais il faut aussi rappeler que tout cela s'inscrit dans un contexte qui est très très changeant. Ces 2 dernières années, je donne un exemple, ces 2 dernières années, évidemment, on a investi massivement sur Zoom, mais aussi parce qu'il n'existait pas d'outils sur le marché aussi efficaces, aussi ergonomiques, aussi faciles de prise en main que Zoom. Dans 2 ans, j'espère qu'on aura à l'échelle du groupe INSA une solution bien moins chère, voire une solution souveraine à travers BBB, mais qui nous impose également de gagner en compétences sur ces outils. Et l'exemple que je donne sur Zoom peut également être transposé aux tablettes, aux kits pour la comodalité. Peut-être juste dire que sur le Wi-Fi, en revanche, les investissements qui ont été faits, ceux-là, pour le coup, on ne va pas les remettre en question. J'espère. Il y a un niveau d'entrée minimum quand même, le Wi-Fi. Colia, ça coûte cher si on veut basculer dans cette révolution digitale. Oui, et il faut se dire aussi qu'en tant que publisher, donc en tant que provider, on se pose aussi la question de savoir, surtout pendant la crise, on a vu vraiment où les coûts principaux venaient pour nous quand on parle de stockage vidéo, de streaming vidéo, etc., pour vraiment associer nos coûts à ce que va payer le client final, et on se remet un peu en question pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme fonctionnalité pour aider le client final à baisser ses coûts. Nous, on a apporté 2 choses pour mentionner. Donc, l'archivage, de dire voilà, tout le contenu vidéo ne doit pas forcément être disponible à la demande, mais peut-être qu'on en a besoin dans 2 jours. Donc, on peut archiver ce contenu-là. Ça coûte moins cher. C'est un système de stockage moins cher pour nous dans AWS, donc moins cher pour le client final. Et ensuite, on a introduit ce qu'on appelle les politiques de rétention. Donc, de dire voilà, si un contenu vidéo n'est pas regardé après X temps, ou mettre des règles pour effacer du contenu vidéo, pour être plus, on va dire, plus agile et plus responsive quant au coût direct et donc à ce qu'on paye tous les ans vers une solution. Donc, c'est à nous, les éditeurs, de communiquer à nos clients où est-ce que les coûts viennent, d'où est-ce que les coûts viennent et comment eux, ils peuvent aider à payer moins leur facture. De toute façon, on sera de plus en plus, un peu comme on le fait dans la musique, sur les plateformes vidéo, sur un usage et évidemment une consommation à la quantité ou au clic, j'imagine. C'est comme ça que ça marche chez vous, Loïc et Jean-Yves? Enfin, ça va dépendre des. Sur Zoom, c'est comme ça que ça marche, non? C'est une licence pour des utilisateurs? Oui, c'est licence utilisateur, oui. Ça. Non, c'est quand vous disiez au clic ou à la consommation. Non, au clic, en fait, ça va vraiment dépendre des prestataires, mais on est souvent sur des logiques d'abonnement ou sur des logiques de licence par utilisateur. Voilà, c'est ça, voilà. Licence par utilisateur, voilà, c'était le terme exact. Et Héloïse nous recommande un appel à projet déposé par la DGCIP sur les pratiques pédagogiques émergentes. Voilà, merci Héloïse. Un dernier mot, Jean-Yves, vous en avez parlé lorsqu'on a préparé, ça m'intéresse. L'écosystème qui se profile pour vous tous, c'est l'Europe et la nécessité d'avoir des interactions en interne, évidemment, mais partout avec vos établissements partenaires, à minima, mais avec les autres établissements. Oui, tout à l'heure, je parlais d'environnement multiple. Alors, évidemment, chaque INSA a son environnement local, puisque la recherche se fait dans des labos, tout simplement, et que ces labos, ils sont à cheval entre l'université et différentes écoles d'ingénieurs sur chaque site. On a l'écosystème du groupe INSA, qui est encore quelque chose qui vient en plus. Et là, aujourd'hui, on a l'écosystème européen, puisque le groupe INSA est engagé dans une université innovante à l'échelle européenne, ICIU, avec plus d'une dizaine de membres. Et alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très prochainement, dès aujourd'hui d'ailleurs, un groupe d'étudiants formés venant de différentes membres de cet espace ICIU, eh bien, va pouvoir choisir un challenge. C'est le challenge-based learning, donc l'apprentissage par challenge. Un challenge posé par un enseignant qui vient peut-être d'un autre établissement. Réaliser ce challenge sur 6 mois.
et puis récupérer les crédits ECTS correspondants qui vont tomber assez naturellement dans les systèmes d'information de chaque école. Donc tout ça est à imaginer, mais évidemment cet écosystème supplémentaire est à la fois c'est un enjeu fort pour nous, mais qui pose pas mal de contraintes pédagogiques et informatiques. Loïc, on parlait de l'échelon européen, voire mondial. Oui, sur l'échelon européen et mondial, alors, nous, on est plus sur le suivi et sur tout ce qui est veille, justement, au niveau échelon européen et mondial. Après, forcément, on travaille également beaucoup avec des institutions partenaires qui vont être à l'étranger. On va avoir des cours qui vont être communs avec d'autres établissements. Sur la notion de challenge, là, on n'est pas forcément au niveau européen ou mondial, enfin, pas forcément, j'entends. Mais on travaille énormément avec des entreprises aussi pour travailler pour développer ce genre de challenge et ce genre de projet visant à vraiment développer les compétences des étudiants sur des problématiques réelles de boîte. Ouais. Bon, on le voit Colia, hein, la problématique, elle est internationale. Hein. C'est ça la grande nouveauté, c'est qu'on est sur des problématiques qui concernent à peu près tout le monde au même moment, avec les mêmes outils et assez de proximité entre Harvard et l'INSA, entre le MIT et l'IESEG, entre Sorbonne et whatever, la London School of Economics. Tout le monde est sur le même registre. Hein. C'est ça qui est intéressant. Oui, je peux dire oui. Moi, je m'occupe premièrement du marché français, mais c'est vrai que dans toutes les réunions qu'on a avec nous, avec les devs et tous les commerciaux qu'on se retrouve dans des réunions communes, c'est vrai que les thématiques sont vraiment très, très similaires. Et pour pousser, voilà, il y a des fois des freins qui sont différents sur le marché français. Ça va se limiter juste généralement au type d'outils qui sont utilisés plus dans d'autres pays que d'autres. Donc après, moi, c'est mon travail après de mettre en avant un peu les difficultés du marché français pour améliorer notre plateforme de ce point de vue-là. Mais oui, quand on parle de souci global, c'est assez générique. Voilà, messieurs, il est également possible de monter des projets Erasmus+. Bon, vous voyez, c'est que l'échelon européen, on le retrouve ici, il n'y a pas que du franco-français. Messieurs, un mot, demain, vous voyez comment votre salle de cours avec des étudiants, sans étudiants, des étudiants part-time, des enseignants à distance, des outils, des manettes, des hologrammes, des métaverses, que sais-je? Un peu tout ça. Après, tout dépend ce que vous mettez derrière demain, si c'est dans une semaine, dans un mois ou dans 10 ans. Non, demain, attendez. On a découvert que le terme, c'est plutôt, on parle de 6 mois, de semestre, hein, pas beaucoup plus dans notre monde. Complètement. Non, il va y avoir une gradation dans les évolutions de l'utilisation de l'ensemble de ces technologies. Je pense que ce qu'il faut vraiment garder au cœur de la thématique ici, c'est la notion d'usage. C'est quels sont les usages auxquels on veut répondre et quels sont les objectifs pédagogiques auxquels on veut répondre lorsqu'on met en place des innovations pédagogiques, qu'elles soient ou non liées à la technologie. Et cette notion d'usage, en fait, elle nécessite à la fois de s'adapter aux usages existants, que ce soit côté prof ou côté étudiant, toujours, d'anticiper des usages futurs et d'accompagner également vers des usages qui sont non envisagés ou non réfléchis par les profs ou par les étudiants parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de se mettre sur la veille comme nous, on a la possibilité de le faire et de réussir à les guider progressivement vers le développement de ces nouveaux usages. Pour moi, c'est vraiment crucial. Après, métavers, tout ça, oui. Mais... oui, je peux rajouter peut-être... il faut en parler, hein, si on est ringard, hein, on est rapidement non, mais c'est même pas la question, c'est pour quel objectif pédagogique au final. C'est vraiment ça à avoir en tête avant tout. Quand on design une salle de cours, quand on design un cours, c'est vraiment ce point-là à avoir en tête. Et derrière, je suis convaincu de tout ce qu'on peut faire sur le métavers, ou quelle que soit la façon dont on l'explique, l'utilisation des hologrammes, etc. Mais c'est pas le faire pour le faire et communiquer parce qu'on l'a fait, c'est le faire au service des étudiants et au service des enseignants parce que ça va correspondre à un vrai besoin et ça va amener une vraie valeur ajoutée dans l'expérience d'apprentissage des étudiants.
Jean-Yves, le mot de la fin pour vous aussi? Oui, bon, une expérience pédagogique enrichie, mais c'est déjà le cas lorsqu'on parle de comodalité, lorsqu'on parle d'hybridation. Aujourd'hui, lorsqu'on dirige une cellule d'innovation pédagogique, on ne peut pas ne pas avoir dans son champ de vision deux éléments. Le premier, c'est un peu la tarte à la crème, c'est l'intelligence artificielle. On parle de tuteurs intelligents, on parle de parcours adaptatifs. Bon, on est peut-être au tout début de tout cela, mais il faut garder un œil. Ça, peut-être c'est peut-être à 5 ans, 10 ans. Non, aujourd'hui, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment dans les cartons et encore une fois, le projet DEMO-ES dont je parlais tout à l'heure nous permet de nous y jeter de façon assez franche, c'est la réalité virtuelle et les ITP et ITD. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de créer des environnements virtuels d'apprentissage par exemple, pour des travaux pratiques pour lesquels soit on a un problème de disponibilité de toute la machinerie, je pense aux gros travaux pratiques de génie des procédés, par exemple. On ne peut pas accueillir des cohortes infinies là-dessus, qui permettrait aux étudiants, finalement, en amont du TP, de pouvoir déjà prendre la mesure de ce qu'ils vont faire in situ pour de vrai. Mais également, lorsque l'expérience pédagogique est dégradée, par exemple par un confinement, par une alerte à la bombe ou que sais-je, ou tout simplement lorsque les étudiants internationaux sont empêchés ou handicapés ou avec d'autres types de problèmes, eh bien leur donner accès malgré tout à une expérience de travaux pratiques sur le jumeau virtuel d'une grosse machinerie. Voilà un peu à la fois le sujet en cours et qui est de nature à transformer profondément l'expérience pédagogique. Et je parlais de l'IA, mais peut-être à plus long terme. Ah bah c'est le métaverse alors, avec des lunettes, un hologramme, tout ça, tous ces dispositifs. Ne laissons pas à Facebook le monopole du métaverse, puisqu'il s'appelle Meta, vous savez, maintenant, la holding de Facebook. Colia, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on a dit plein de choses intéressantes. Hein. Oui, pour moi, je peux juste résumer, quand on parle du futur, je peux juste résumer que, et pour rebondir ce que dit Monsieur Play, c'est sur les questions, nous, en tant qu'éditeur, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qui vaut le coup, où est-ce qu'on va réussir à se différencier. Et ça doit venir de la question qu'a bien posé Monsieur Play, c'est de dire, voilà, quelle est la valeur ajoutée pour les profs, mais plus importantement pour les élèves, sur les solutions qu'on va proposer, pas juste essayer de faire ce qui se fait en mieux, mais vraiment ajouter une valeur ajoutée qui impacte directement la pédagogie sans trop apporter cet aspect, voilà, multitude d'outils et Bah oui. on essaie de trop en faire en même temps. Donc. De la simplicité, de l'ergonomie. Voilà, messieurs, merci beaucoup de votre participation. Merci Colia, merci Loïc, merci Jean-Yves. On peut vous contacter, on peut vous poser des questions, on peut poursuivre. L'émission sera en replay sur Campus Matin, évidemment. Et je vous invite à nous retrouver pour un prochain webinaire. Laura nous dit merci. On vous dit merci à tous. Merci aux 80 qui nous ont suivis en permanence. Il y avait plus de 250 personnes inscrites. Ça veut dire que le sujet intéresse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.